Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un mort, des dizaines de blessés, 46 maisons touchées, dont 3 complètement détruites. Les habitants de l'arrondissement 9 ont vécu une matinée pas comme les autres ce 14 janvier à Ouagadougou. L'origine de l'explosion partie d'une maison à usage d'habitation n'est pas encore établie. À Nafona, les habitants sont invités à garder le calme au lendemain du drame survenu dans ce village situé dans la province de la Comoé. Une délégation officielle s'est rendue sur les lieux. De son côté, l'UNAPOL interpelle tout un chacun au respect du corps et de la dignité humaine. Et puis, une longue missive qui augure des débats francs et sans tabou. La lettre d'Emmanuel Macron aux Français publiée dans la soirée d'hier est aussitôt analysée par la classe politique et particulièrement par les gilets jaunes. La lettre annonce le grand débat national qui s'ouvre demain 15 janvier. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette rencontre entre le président du Faso et des leaders coutumiers et associatifs Peul. La délégation a évoqué avec le chef de l'État les questions de cohésion sociale et de sécurité. Les événements survenus à Yirgou ne sont pas passés sous silence lors de cette audience, dont voici le point avec Idrissa Ouarga et Nathalie Sawadogo. Ils sont tous des leaders coutumiers et d'associations Peul du Burkina Faso. Et ce matin à Kosiam, ils sont venus s'entretenir avec le président du Faso sur la question du vivre ensemble et en particulier sur la situation à Yirgou. C'est nos préoccupations du moment parce que vous voyez que depuis un certain temps, c'est tout le pays qui est mécontent de ce qui s'est passé à Yirgou, que des Burkinabés entre eux se massacrent. Alors nous, en tant que responsables coutumiers, nous étions venus aussi pour quelques informations et discuter avec lui de comment on peut entretenir la cohésion sociale dans notre pays. Avant la délégation des leaders coutumiers associatifs Peul, c'est la directrice internationale de l'ONG Christian Children's Fund qui a été reçue. Présente au Burkina Faso, dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest, la directrice internationale est venue parler du renforcement de la coopération entre son institution et le gouvernement burkinabé. We have a new strategy. Under the new strategy, we wanted to... Nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre notre nouvelle stratégie pour les 3 années à venir et nous voulons beaucoup investir davantage dans l'éducation et dans les autres domaines pour accroître le nombre d'enfants bénéficiaires et nous voulons aussi accroître l'offre en termes de formation professionnelle pour permettre aux enfants et aux jeunes d'avoir beaucoup plus d'emplois. L'ONG Christian Children's Fund est présente au Burkina Faso et au Ghana. Elle est installée depuis 1987 au Burkina Faso et intervient dans les secteurs de l'éducation, la santé et la nutrition. On en sait un peu plus sur la forte explosion qui s'est produite dans la matinée de ce lundi à Ouagadougou. Vers 10 h, une déflagration a soufflé plusieurs bâtiments, causant la mort d'une personne. Si les circonstances ne sont pas encore établies, l'explosion serait partie d'une maison à usage d'habitation au quartier Silmigiri de Cambouensin, dans l'arrondissement 9 de la capitale. Constat avec Moussa Oueraogo et Oumar Zombré. Un amas de gravats, c'est tout ce qui reste de cette villa sise au quartier Silmihiri de Cambouensin. Il est 9 h passées, une forte explosion retentit dans les environs, troublant ainsi la quiétude des populations. L'onde de choc s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Ces murs écroulés et ces tôles complètement broyées témoignent de la violence de l'explosion. Les témoins, encore sous le choc, racontent. Puis moi, je suis dans la maison en face. Voilà. Quand je suis sorti net de ma chambre, que j'ai entendu l'explosion. Voilà. J'ai couru vite, aller derrière la grande maison. 2-3 minutes après, je suis allé pour constater les dégâts. Voilà. Voilà. La face de la maison qui fait face à la voie, voilà. C'est tombé. Les tôles, tout et tout, c'est tombé. Même dans ma chambre, là où moi j'étais.
les tôles se sont écroulées. Sincèrement, ça n'a pas été facile. Je n'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie. On était sous le vent, bon, on entendait le bruit là. Voilà, les morceaux de bois, les morceaux de tôle sont venus jusqu'à chez moi. Voilà, bon, on s'est précipité. J'ai d'abord amené la famille à l'intérieur pour les mettre en sécurité. Après, je suis ressorti. Bon, quand je suis ressorti maintenant, c'est là que je suis sorti dehors. La voisine est sortie, criant en venant vers moi. Elle me dit qu'il y a un corps sur lui. J'ai été la première personne de la famille à constater. Quand je suis rentré, j'ai vu que les tôles étaient en l'air. J'ai vu également que la maison est un peu à la merde, puisque une partie est presque tombée. Et quand j'ai vu, je pensais qu'il y a eu un décès. C'est à la sortie qu'on voyait juste des morceaux de corps. Ici en blanc, la police scientifique dépêchée sur les lieux procède aux constatations d'usage sous la vigilance de leurs collègues. Quant aux sapeurs-pompiers, ils déblaient les débris à la recherche d'éventuelles victimes. Cette explosion a fait officiellement un mort et plusieurs blessés. Pour l'heure, l'identité de la victime n'est pas encore connue, encore moins l'origine de cette explosion. Mais tout porte à croire que la maison servait de lieu de stockage de substances explosives. Appelés en renfort, les éléments du service de déminage du génie militaire portent leur combinaison de protection avant d'inspecter le site de l'explosion. Le souffle de cette explosion a fait de nombreux dégâts matériels sur les 46 cours au total qui ont été touchés par la déflagration. 3 sont complètement détruites. Et on en vient à cette délégation mandatée par le gouvernement pour se rendre à Nafona, un autre village tristement célèbre depuis samedi dernier. 3 personnes y ont perdu la vie suite à une altercation entre forces de l'ordre et population. Composée d'autorités administratives, la délégation s'est entretenue avec les habitants de la localité, les invitant au calme. Le point sur place avec nos reporters Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Nafona, un village de la commune rurale de Soubaragnédougou. C'est ici qu'a lieu le drame qui a emporté la vie de 3 personnes, dont 2 agents de force de sécurité. La tension est palpable, mais il faut absolument désamorcer la crise. Une délégation des autorités administratives de la région de Cascade est donc là pour dialoguer avec la population et l'inviter surtout au calme. Madame le gouverneur m'a instruit en tant que votre haut-commissaire. Aujourd'hui, les cœurs sont meurtris. Je pense que nous ne sommes pas là pour des discours. Mais il était quand même normal, étant le représentant du chef de l'État dans cette circonscription, que nous puissions effectuer ce déplacement-là. Nous sommes là pour vous tous, disposés toujours à vous écouter, quelle que soit la situation. Pour ce faire, je vous invite à toujours privilégier le dialogue, utiliser les voies légales pour résoudre tout ce qui vous oppose. La situation est encore précaire à Nafona, car pour le moment, le village est encore désert, sauf quelques habitants qui ont pu regagner leur domicile. Juste à côté du village de Nafona, Kintadougou, le village voisin qui abrite en ce moment les déplacés au nombre de 386. À noter que tout est parti de l'interpellation des personnes impliquées dans un conflit foncier. L'inhumation des 2 policiers qui ont perdu la vie est prévue pour le lundi 14 janvier. Et justement, les 2 officiers de police ont été inhumés dans l'après-midi de ce 14 janvier à Banfoura, où Olé Gilbert Sangaré et Télésphore Marie-Anaclé Kielem ont été conduits à leur dernière demeure par leurs parents et leurs frères d'armes. L'émotion était vive au cimetière de Banfoura, route de Tangoura, où repose désormais le commandant du corps urbain et le commissaire de district de Soubaragnédougou. Les images rapportées pour nous par Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Et il faut que justice soit rendue aux victimes, clame l'Union de la police nationale face à la presse. L'UNAPOL interpelle les autorités, mais aussi et surtout les populations au respect du corps et de la vie des policiers, tout en revenant sur les circonstances qui ont conduit à ce drame. Le syndicat de la police nationale ne trouve aucun motif tendant à le justifier. Compte rendu cette fois avec Lassina Ouattara et Vincent Kiandrevego.
La police nationale en deuil est en colère suite à la mort de leurs 2 collègues sauvagement lynchés à Nafona. Un lynchage en représailles à un tir de sommation mortelle de la part de policiers sérieusement inquiétés lors d'une mission d'interpellation. Quel que soit le motif allégué par la population, aucun motif ne peut justifier un tel lynchage. Des hommes porteurs des tenues de la République, ils sont à une mission. Les événements qui viennent de se produire à Nafona sont inadmissibles, inacceptables et intolérables dans un état de droit. Dans un contexte sécuritaire aussi délétère qu'inquiétant, la population doit être un appui pour les forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme et non un problème de plus à gérer. Face au drame, l'UNAPOL dénonce le silence de leur hiérarchie et du gouvernement et crie à l'abandon, pendant qu'une délégation de leur syndicat va réconforter leurs camarades de Banfoura. Et sur les questions liées à la sécurité nationale, point de querelle politique. C'est le sens donné au geste des parlementaires ce lundi. Ils ont remis au gouvernement un chèque de 127 millions de francs CFA pour soutenir la lutte contre le terrorisme. C'était au cours d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale et que nous relate Jean-Hugues Bayala et Tanga Kafando. 127 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par les députés de l'Assemblée nationale, toutes tendances confondues, soit 1 million par député pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans la guerre contre le terrorisme. Promesse faite lors d'une session, promesse tenue aujourd'hui, et la sobre cérémonie qui consacre la remise du chèque a été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de saluer le consensus autour des questions essentielles à l'hémicycle, au-delà des divergences politiques. Lorsqu'il a toujours été question des problèmes de la nation, des problèmes de la sécurité, au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos querelles politiques, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons toujours su sonner le tocsin, le rassemblement, nous avons su toujours parler le même langage. Alassane Balassakandé a souhaité que cet argent soit logé dans un fonds spécial dédié au soutien des FDS pour éviter qu'ils ne se perdent dans les méandres de la comptabilité publique au nom du principe de l'unicité de la caisse. Bien noté, selon le porte-parole du gouvernement. Ici, l'Assemblée une et indivisible comme devrait être notre pays propose donc ce soutien-là. Je voudrais également vous rassurer que même s'il y a une unicité des caisses, le ministère en charge des Finances, depuis donc 2 mois à peu près, a mis en place un process afin que la solidarité nationale qui s'est exprimée à l'attention des FTS aille prioritairement à cet effet-là. En faisant parler son cœur, la représentation nationale entend donner l'exemple et appelle toutes les institutions et même les populations à la base à en faire autant. Un appel certainement entendu par l'alliance des partis de la majorité présidentielle qui s'inscrivent dans cette démarche de l'Assemblée nationale. Ce matin, la PMP a surtout félicité la réaction du gouvernement après les événements de Yirgou. La structure invite également les populations à la retenue et au respect de la loi. C'était au cours d'une conférence de presse dont voici le compte-rendu avec Paul-David Bambara et Zadissa Sanfo. L'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP donne ici aux journalistes sa lecture de l'actualité nationale. Une actualité marquée par le drame de Yirgou et des attaques terroristes à répétition. L'APMP condamne tous ces événements qui endeuillent la nation et fragilisent les efforts du gouvernement. Elle félicite aussi l'État pour sa diligence dans la gestion et la prise en charge de toutes les victimes. Nous nous réjouissons du leadership du président du Faso qui, prenant la pleine mesure du drame qui venait de se passer et de la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale, s'est personnellement rendu à Yirgou afin d'apporter compassion et assistance aux populations. Nous saluons les mesures d'assistance aux victimes immédiatement mises en place par le gouvernement. Et dans un contexte marqué par une crise sécuritaire, l'alliance des partis de la majorité présidentielle invite les partenaires sociaux à répondre à l'appel à la trêve sociale lancé par le président du Faso. Cette trêve sociale-là, ce n'est pas une fuite en avant. Le gouvernement a pour responsabilité de répondre aux différentes préoccupations de la population. Mais le gouvernement le fait dans la mesure de ses capacités, de ses possibilités. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est assailli par beaucoup de défis.
À cette conférence de presse, les questions des Korluego et de la justice par rapport au drame de Yirgou étaient les principales préoccupations des journalistes. Les Korluego ne sont pas l'émanation du parti au pouvoir. Les Korluego sont la volonté spontanée des populations que nous, autorités, devons faire en sorte d'accompagner et d'encadrer. C'est pour cela que les événements qui se sont passés, ça et là, sont des événements qui sont entre les mains de la justice. Ne demandez pas au MPP ou à la majorité présidentielle de faire le travail de la justice à sa place. La justice au Burkina Faso est indépendante. Mais nous avons dit ici, nous avons rappelé, nous encourageons la justice burkinabé à aller au bout et à faire en sorte que la vérité soit sue et que ceux qui sont responsables soient sanctionnés conformément à la loi et que plus jamais au Burkina Faso, pareille situation ne puisse prospérer. Et dans sa déclaration, la PMP encourage le gouvernement à la mise en œuvre des mesures issues de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents de la fonction publique pour plus de justice et d'équité entre les agents d'une même fonction publique. Ouagadougou va abriter une importante rencontre des hautes juridictions francophones à la fin de l'année 2019. Le sujet est déjà en discussion avec le Premier ministre qui a reçu en audience ce matin la présidente de la Haute Cour de justice de l'UMOA. Le point des échanges avec Idrissa Warga et Pascal Kané. Ouagadougou accueille en novembre prochain les assises de l'Association des hautes juridictions francophones. C'est principalement de cette activité phare de 2019 que la présidente de la Haute Cour de justice de l'UMOA et le président du Conseil constitutionnel du Burkina sont venus parler au Premier ministre. Nous lui avons présenté les activités de la Cour de justice pour l'année 2019 et particulièrement nous avons insisté sur les assises prochaines de l'Association africaine des hautes juridictions francophones qui est prévue se tenir au Burkina Faso en novembre 2019. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a garanti de l'appui du Burkina Faso. La semaine dernière déjà, l'UMOA célébrait ses 25 ans. C'est donc l'occasion de réaffirmer le rôle primordial de la Haute Cour de justice dans le fonctionnement de l'Union. Joséphine Eba Touré affirme que jusque-là, la Haute Cour de justice a bien accompagné les acteurs de l'UMOA dans le règlement judiciaire des litiges. La justice militaire, elle poursuit la recherche de la vérité sur le putsch de septembre 2015. À la barre, le général Bassolé respecte toujours son principe de ne point répondre aux avocats des parties civiles. Ses conseils à eux ont mobilisé donc la parole et disent ne céder à aucune pression, quelle qu'elle soit. Le compte rendu du procès avec Draman Guéné et Zoubaviel David Dabiri. À ce 7e jour de l'audition du général Bassolé, les avocats des parties civiles tentent de déceler les raisons du silence de l'accusé face à certaines questions factuelles ou relatives aux écoutes téléphoniques. Selon Maître Séraphin Somé, le général Bassolé est une personnalité politique bien connue au Burkina Faso et en dehors des frontières. Plusieurs fois ministre, il est aujourd'hui poursuivi pour des infractions, je cite, infamantes et face aux preuves accablantes qui sont dans le dossier. À défaut de se défendre, il défend son image. Et l'avocat de poursuivre, Monsieur le Président, nous ne sommes pas devant un prétoire, mais devant une tribune politique qui permet à Bassolé de s'adresser à l'opinion. C'est de la manipulation, martèle Maître Séraphin Somé, qui au passage demande au juge de ne pas se laisser prendre dans ce qu'il qualifie de piège. À la question du président du tribunal de savoir si l'accusé entendait réagir à ces observations, le général répond par la négative. Maître Séraphin Somé revient à la charge et fustige le silence du général en ces termes, je cite, « Au lieu de dire qu'il ne peut pas se défendre, il dit qu'il ne veut pas répondre aux questions. Les écoutes téléphoniques sont légales et encadrées par notre arsenal juridique. » Fin de citation. L'accusé reste indifférent aux observations, mais pas ses avocats. Maître Antoinette Ouedraogo qualifie le procès de hors norme en ce qu'il permet de traiter le général de tous les noms d'oiseaux, alors que, je cite, « Nous sommes là pour parler des infractions et des textes applicables. » Sur les écoutes téléphoniques, l'avocate s'interroge « Quel crédit peut-on accorder à des éléments fournis par le manipulateur appelé la victime dans ce procès ?» Allusion faite à l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida qui, selon l'auxiliaire de justice, ne serait pas étranger à ce qu'elle qualifie de cabale contre le général Bassolé. Tour à tour, Maître Maria Mireille Bari, Dieudonné Bonkongou et Yérim Thiam, tous avocats du général Bassolé, embauchent la même trompette
et fustige et le rapport d'expertise téléphonique et le dossier d'instruction qu'il qualifie de vide avant d'interpeller le président du tribunal, je cite, « Nous vous exhortons à ne pas céder à la pression politique et à celle de l'opinion. Ne vous fondez pas sur des a priori, rendez votre jugement en droit. » Fin de citation. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Dans la suite de ce journal, intéressons-nous au 46e Conseil général de la communauté des Assemblées de Dieu. Les pasteurs des églises qui composent cette communauté dirigent leurs prières vers la paix et la cohésion nationale. L'occasion est aussi donnée pour renouveler les instances dirigeantes de ce conseil. Nongba Kouda avec Oumar Zombré pour le reportage. En 2021, l'Église des Assemblées de Dieu fêtera ses 100 ans de présence et de vie au Burkina Faso. 100 ans qu'elle compte bien célébrer avec faste et dans la ferveur religieuse. Pour mieux organiser ces festivités, l'Église tient ici son 46e Conseil général. Pour les pasteurs présents, c'est également l'occasion de se pencher sur la situation sécuritaire du pays. En janvier 2021, nous allons célébrer notre centenaire, 100 ans d'existence au Burkina Faso. Nous avons pensé que ça serait bien que l'Église fasse une pause et que l'Église prenne du temps pour faire un recul et voir réellement où nous sommes. Nous sommes burkinabés, nous vivons dans ce pays, on est né là. Et la paix de ce pays, nous concerne. D'autres communautés religieuses ont été invitées à ce conseil général. Pour le représentant de ces communautés, Abbé Henri-Noël Zongo, cette initiative est à saluer. Tout d'abord, je bénis le nom du Seigneur pour cette journée. Et la première impression, c'est l'étonnement. J'ai été agréablement surpris aujourd'hui de découvrir le lieu et le grand monde qui constitue cette assemblée et de penser à prier pour les autorités, pour la cohésion au Burkina Faso. Toutes les communautés présentes se sont accordées un temps de prière pour le retour de la paix et de la cohésion au Burkina Faso. Ce conseil général se tient sous le thème « Réparer les brèches afin que resplendisse la gloire de Dieu ». Si vous pensez avoir froid à Ouagadougou ou à Koudougou à cette période, à Dori, on parle plutôt de grand froid. À l'aube ou dès le coucher du soleil, les températures chutent considérablement et les habitants ont du mal à garder leurs habitudes. Tenez, l'école commence désormais à 7h30 au lieu de 7h pour éviter ou limiter les pannes d'oreiller. Comment résister au froid à Dori dans la région du Sahel? C'est un dossier signé Faisal Sissé, Martin Ouedraogo avec Seydouzen. Dori, jeudi 10 janvier 2019, il est 6h40. En cette période de froid à la sahélienne, chacun se protège donc avec les moyens de bord. Au complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, nous rencontrons des parents d'élèves venus très tôt déposer leurs enfants. Ah, il fait très frais. Il fait tellement frais. Le matin, les enfants n'ont pas envie de se lever même. Donc, si vous voulez les amener chaque fois en voiture, parce qu'il fait très frais. Vous voyez qu'ils sont tous en blouson. Voilà. Comparativement à l'an passé, cette année, il fait plus frais que l'an passé. Voilà. L'an passé, c'était un peu abordable, mais cette année-là, ouais, même nous, les adultes, c'est pas simple pour nous. Quel temps fait-il exactement à Dori ce 10 janvier? Pour le savoir, nous nous rendons à la station météorologique de Dori. Les températures relevées du 1er janvier au 10 janvier, les températures minimales ont varié de 12 degrés le 4 à 17 degrés le 1er. Quelles conséquences ce froid peut-il avoir sur la santé? Au service pédiatrique du chercheur de Dori, la réponse du médecin est sans ambiguïté. La plupart du temps, on a les rhumes, ça c'est fréquent, c'est les rhinites là. On a également des bronchites. On peut également avoir des bronchopneumopathies, voire des pneumopathies même. Chez les enfants, nous on préconise déjà de les habiller correctement pour le froid. C'est les bonnets, les chaussettes, les pulls verts, vraiment les habiller chaudement. Voilà. Et également ne pas les doucher de façon genre le matin et soir, mais juste peut-être dans la soirée, avant qu'il ne fasse nuit, avant qu'il ne fasse trop frais. Voilà. Et également bien les pommader,
surtout mettre du beurre de karité également au niveau des narines. À cause du froid, une mesure exceptionnelle et temporaire est actuellement en vigueur à Gorom Gorom et à Dori, dans les établissements secondaires. Les cours commencent à 7h30 au lieu de 7h et finissent à 12h30 le matin jusqu'au 7 mars 2019, selon les responsables de l'enseignement. On a remarqué que durant cette période-là, il y a beaucoup de retard. Quand vous voulez commencer à 7h, en tout cas jusqu'à 7h15, il faut être tolérant. Alors, donc ça perturbe les cours. Nous, élèves, c'est très compliqué de se lever dans cette zone, la région du Sahel, puisqu'il fait vraiment très froid. Venir assister à un cours à 7h, les conditions ne sont vraiment pas réunies. Donc, quand les cours sont à 7h30, ça facilite un peu la tâche et ça nous permet plus de nous concentrer et de pouvoir être surtout ponctuels. La mesure arrange également le personnel du lycée provincial de Dori, les acteurs de l'éducation et l'administration. Voilà, il pourrait, lui, devenir le prochain talent révélé de la musique burkinabé. Il fait également froid dans le pays où il vit. Mais pour l'heure, Danidé allie musique et études aux États-Unis d'Amérique. Son art, il compte bien le développer et mieux se faire connaître. C'est tout le mal qu'on lui souhaite et c'est déjà bien parti puisqu'il enregistre un duo avec l'un des grands noms du rap made in Burkina Faso. Suivez plutôt son portrait réalisé par Vincent Kendrebego. Le rap a-t-il encore de l'avenir au Burkina Faso? C'est en tout cas le style de musique embrassé par Danidi, jeune artiste burkinabé. J'ai sorti l'année passée une mixtape. Une mixtape, c'est un petit album qui est disponible gratuitement de 12 morceaux. Ça, c'était l'année passée. Et ensuite, cette année, en collaboration avec un ami, Skizzy Sensei, on a fait sortir une deuxième de 11 morceaux. J'ai sorti quelques singles et je pense que j'ai 3-4 vidéos. Donc, pas mal. En 2 ans, je pense que j'ai sorti plus d'une vingtaine de morceaux. Danidi trouve essentiellement son public au Burkina Faso, mais pas seulement. J'ai fait quelques villes américaines et j'ai été contacté pour bientôt une prestation au Canada et puis en France. Je sors quelques sons qui s'adressent beaucoup au public burkinabé, notamment quelques sons en moré. Donc voilà, ma cible première reste encore au Burkina et en Afrique. Des fois même on en est surpris parce que je suis là, je reçois des vidéos, des gens qui sont au grand marché, qui écoutent ma musique. Ici en studio pour un enregistrement, en featuring avec Smarty, le prix découverte RFI qui apprécie un artiste déjà sur la bonne voie. Danidi, c'est vraiment un artiste que j'apprécie, en tout cas pour ceux qui sont de la jeune génération. Il a énormément du talent en termes d'écriture, en termes d'attitude dans le hip-hop. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour les années qui arrivent. Toujours dans les études, qu'il n'abandonne pour autant, Danidi se donne le pari de s'affirmer bientôt sur la scène musicale burkinabé et même au-delà avec du rap. Hors de chez nous, l'exercice n'est pas courant, mais Emmanuel Macron n'est pas le premier président français à choisir de s'adresser par écrit aux Français. Cette lettre publiée hier soir a pour but de cadrer les enjeux du grand débat national qui s'ouvre demain mardi avec l'espoir de calmer la colère des Gilets jaunes. Dans cette missive, le président français annonce les couleurs d'un grand débat national où aucun sujet ne sera tabou. En France, Emmanuel Macron a sonné l'heure du grand débat national près de 2 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et le président a prévenu d'emblée dans une longue lettre de 5 pages qu'il vient d'adresser aux Français que ce grand débat qu'il propose ne sera ni une élection, comprendre une nouvelle présidentielle, ni un référendum. En revanche, pour transformer avec vous les colères en solutions, écrit-il, il a rédigé avec ses services 35 questions auxquelles tout citoyen est invité à répondre. L'objectif est, selon le chef de l'État, de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais également de mieux définir les positions de la France au niveau européen et international.
Dans cette lettre de cadrage, on comprend qu'il n'est pas question non plus de revenir sur des acquis comme l'abolition de la peine de mort, l'IVG ou sur des mesures qui étaient dans son programme comme la suppression de l'impôt sur la fortune. Non, Emmanuel Macron entend lancer le débat autour de 4 grands thèmes: la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la citoyenneté, y compris l'immigration. Mais ces questions sont-elles les bonnes? Les Français vont-ils se mobiliser pour y répondre? Apparemment, dans de nombreuses villes, dans les petites mairies comme les plus grandes, mis à part des cahiers de doléances peu remplis, rien n'a encore été mis sur pied. Emmanuel Macron lancera très officiellement le débat ce mardi dans une petite commune de l'Eure, aux côtés de 600 maires et élus de Normandie. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.